Inauguré en 1892 après 7 ans de travaux, le Palais des Beaux-Arts de Lille fait figure de pionnier dans une époque où les musées s'installent plutôt dans les abbayes. Un choix mais aussi une nécessité pour la ville. Les collections jusqu'alors étaient présentées dans l'ancienne mairie qui se trouvait place Riour et le local était devenu trop étroit et on ne pouvait plus exposer toutes les collections. C'est la raison pour laquelle la ville a consenti à construire ce palais sur cette place qui était donc désaffectée et elle voulait donc répondre au palais du gouvernement, c'est-à-dire à la préfecture qui se trouve de l'autre côté. Et pour donner le change à la préfecture, le musée affiche une façade imposante. Cet édifice s'inspire de l'architecture du XVIIe siècle qui privilégie le bel étage, c'est-à-dire le premier étage qui possède une élévation très élevée et qui est scandé par ces belles verrières qui présentent donc des motifs au centre qui incarnent chacun un art soit majeur, soit mineur. Autre spécificité, le style moderne du bâtiment administratif réalisé de 1991 à 1997 lors de la rénovation du musée. Les deux architectes ont eu l'idée de se réapproprier l'arrière du musée qui était occupé jusqu'alors par un jardin public et c'est comme ça qu'ils ont bâti un bâtiment qu'ils ont appelé bâtiment lame parce qu'il ne mesure que 7 mètres de profondeur. Et ils ont dressé ce bâtiment avec une façade de verre qui reflète la façade arrière du musée. Une rénovation qui a permis au musée d'étendre sa superficie de 15 000 à 22 000 m². Entre les murs des Beaux-Arts de Lille, une collection à en faire tourner la tête. Rubens, Goya, Delacroix ou encore Monet, mais aussi des œuvres d'artistes lillois comme Carolus Durand. Carolus Durand est l'artiste le plus représenté au musée. Nous avons 18 œuvres de lui présentées dans les collections du musée. Nous n'avions pas ce genre de portrait familier, décontracté, et représentant un modèle, parce que généralement les portraits sont des portraits de personnalité. Et justement, le côté exceptionnel de l'œuvre, c'est vraiment la façon dont il rend cette expression à la fois présente et absente de cette jeune femme un peu rêveuse. Et cette sensibilité se retrouve au niveau donc de la couleur, la façon dont il allie le fond bleu avec la chevelure rousse et puis le vêtement grenat. Au rayon rareté, toujours, le musée expose un des premiers portraits de l'humanité. Ce sont en fait des portraits d'Égyptiens ou de Romains qui ont vécu en Égypte au début de l'ère chrétienne. Et au moment de leur mort, leurs portraits étaient enchâssés dans les bandelettes des momies. Et ici, même si on n'a plus la momie, on en a encore un témoignage évident. En fait, vous voyez qu'il est sur une couche très épaisse, qui est aujourd'hui très rigide, en fait, qui sont une partie des bandelettes de la momie avec les résines. Et donc, ça permet de montrer le contexte et l'utilisation de ces portraits. Au Louvre et au British Museum, on a encore quelques momies qui ont conservé leurs portraits, mais ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ah oui. Jusqu'à quelle époque ? Ça va à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e après. Tiens, on va aller jeter un œil chez Delrive. Philippe Laporte et Yannick Pellegrin sont en mission dans le Vieux-Lille. Objectif, dénicher des sculptures pour le Palais des Beaux-Arts. Bonjour, vous allez bien? Oui, je suis bonjour. Vous avez venu jeter un petit coup d'œil. C'est une galerie où je viens souvent pour acheter des œuvres. Et ces œuvres finissent la plupart du temps au Palais des Beaux-Arts de Lille sous forme de dons. On a voulu restreindre un petit peu nos recherches sur les artistes de la région, ou belges. Et par rapport au musée, par exemple les Constantin Meunier qu'on a prêté pour le musée pour une exposition provenaient de cette galerie. Infirmiers et gendarmes dans la vie, les deux quadragénaires sont des collectionneurs modestes. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, partager leur passion de la sculpture pour la démocratiser. Je suis passionné par la sculpture depuis ma tendre enfance. J'ai à peu près 2000 ouvrages sur la sculpture, donc j'ai acquis une connaissance empirique sur le sujet, ce qui me permet de bien connaître les œuvres et les artistes qui m'intéressent, qui peuvent intéresser le musée et faire les achats en conséquence. C'est de la fierté et puis c'est du plaisir. C'est du plaisir à faire partager nos goûts. Ultime plaisir pour les deux amis, arpenter régulièrement la galerie de sculptures du Palais des Beaux-Arts et observer les visiteurs prendre des photos des œuvres qu'ils ont données au musée.
Effervescence au Palais des Beaux-Arts. Aujourd'hui, le dénombrement de Bethléem change de décor. Alors là, on va l'installer dans l'atrium pour l'exposition concernant l'acquisition du Bruegel. Quelques tours de roue et un étage plus bas, voilà notre tableau arrivé à destination. Dans l'atrium, la toile retrouve la pièce maîtresse de la future exposition, ce dessin de Jan Bruegel, récemment acquis par le musée. Notre volonté était d'attirer l'attention sur cette nouvelle acquisition, qui est la raison de ce focus. Donc le dessin se situera sur cette simèle, il n'est pas encore installé, il sera installé en dernier. Et en entrant dans l'exposition, nous avons donc souhaité faire ce lien avec les autres membres de la famille Bruegel, en passant d'abord dans cette partie, à la gauche du dessin, avec la série des 7 péchés capitaux d'après Peter Bruegel, qui vont être accrochés là c'est en préparation d'accrochage, et puis en accompagnement donc le tableau du musée de Peter Bruegel le Jeune, le dénombrement de Bethléem. Dernière contrainte et pas des moindres pour les responsables de l'exposition, veiller à la conservation des œuvres. Pour les arts graphiques, l'accrochage ne peut être que de 3 mois et ensuite pendant 3 ans, on ne peut plus remontrer ces œuvres. Donc le dessin qui va être présenté dans 3 mois retournera en réserve. Alors l'avarice. Ok. En premier. Ça marche. Prends-le. Vas-y, vas-y. Hop. On ajustera après. Première pause, justement une pause très classique, où d'emblée, quand on a affaire à ce type de pose, on se dit ça fait penser à de la peinture. Des corps nus, des amateurs de dessin, le tout dans un cadre grandiose. Le cocktail insolite d'une nuit au Palais des Beaux-Arts. La nuit du modèle vivant, c'est une nocturne étudiant qui est gratuite. Chacun vient avec sa feuille, son fusain et se trouve face à des modèles et à quelques conseils avec des plasticiens qui permettent justement de pouvoir faire le premier pas, le premier geste face à une séance de pose classique à l'intérieur même d'un lieu qui est complètement dédié aux beaux-arts. Un lieu qui multiplie les rendez-vous décalés pour démocratiser l'accès à l'art. La philosophie de toutes ces nocturnes, c'est d'ouvrir le musée au plus grand nombre parce que ce sont des collections publiques pour le public et aucun public, quel qu'il soit, ne doit être écarté. Donc, le fait d'être intimidé quelquefois par l'approche d'aller vers le musée doit être d'une certaine façon relativisé, doit être supprimé et ces nocturnes nous aident beaucoup justement à faire venir les gens jeunes ou moins jeunes pour la première fois. Une expérience qui semble porter ses fruits puisque depuis sa création en 2009, la nuit du modèle vivant fait régulièrement le plein de participants. Essaie de faire en sorte que d'emblée, tu vois, tu marques les choses mais légèrement et prends toute la largeur de la feuille comme ton voisin.